Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République est arrivé à Nouakchott pour participer à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Il a été accueilli par son frère, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Gros plan ce soir sur l'entrepreneuriat en Algérie, un segment en pleine extension et aux grandes potentialités. Les porteurs de projets et les startups bénéficient de nombreuses mesures de soutien et d'accompagnement. Les détails tout à l'heure. Nous ferons le point dans ce journal sur la ligne grande vitesse reliant Oran à Tlemcen et traversant 4 wilayas. Nous irons également à Guelma où 9 nouveaux silos de stockage de céréales sont en réalisation. Le Sahara occidental, sujet d'un colloque international au Parlement européen, ses richesses sont régulièrement pillées par le Maroc avec la connivence de certains pays européens. Et puis découverte à la fin de cette édition de la Cité interdite qui a ouvert ses portes aux étudiants algériens du programme Seeds for the Future, un lieu hautement symbolique reflétant la grandeur du peuple chinois. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pays frère, pour participer à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et à son arrivée en Mauritanie, pays frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait quitté Alger ce matin en direction de Nouakchott. Et le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le président a été salué à son départ à l'aéroport international Walid Boumediene par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingueliha et le premier ministre Nadel Arbaoui.
On va parler entrepreneuriat à présent, un segment qui bénéficie d'un intérêt particulier de la part des autorités. De nombreuses mesures ont été prises pour soutenir les porteurs de projets, accompagner les startups et faire de l'Algérie un hub international, plutôt continental. L'Algérie tente de s'imposer comme un acteur majeur, mais aussi une locomotive pour les potentialités africaines importantes. Sabrina Kchelout. Notre pays est en passe de devenir une locomotive de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des start-up, avec un terrain de plus en plus propice à accueillir l'esprit d'initiative de ses citoyens. Les experts parlent de l'Algérie comme un leader continental dans les nouvelles technologies et leur application dans la vie de tous les jours. Les faits sont là, les chiffres sont là. Moi, quand je viens aujourd'hui en Algérie, je viens dans un pays ami et frère, j'ai pu voir que ce leitmotiv existe. Aujourd'hui, l'infrastructure en Algérie existe, les talents y sont. Et ils sont ouverts vers l'international. On a pu voir que durant l'African Startup Conference, on a eu des Coréens, des Japonais, toutes les nationalités africaines qui étaient présentes, des Américains. Les plus grands groupes, entre guillemets, les GAFAM étaient présents également. Les spécialistes s'accordent pour saluer la volonté politique algérienne. Cette dernière s'exprime depuis quelque temps dans des actes forts, comme la création d'un conseil scientifique autour de l'intelligence artificielle, réunissant des experts algériens de tous les continents. L'Algérie a un riche potentiel, notamment dans le domaine de la Smart City ou ville intelligente. Le potentiel en Algérie est énorme. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, déjà de par sa superficie, mais il a également ce qu'on appelle un pays continent, toutes les ressources possibles et imaginables pour être dans ce domaine-là aussi un numéro 1. Et parler de Smart Cities, ce n'est pas que de la technologie. Elle recouvre en effet des enjeux de convergence de secteurs économiques variés. Consiste aussi à construire, littéralement monter des murs, des routes. Et là, je dirais qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est un domaine où on a littéralement une chaîne de valeur qui va des personnes avec le moins de qualifications avec celles qui en ont le plus. De manière globale, les atouts et les perspectives sont bien là, fondés sur les avantages du territoire et des compétences nationales. Le premier secteur qui est très intéressant, c'est la santé numérique, tout ce qui est healthcare. Et il y a bien entendu les différents secteurs tels que l'économie verte et l'économie bleue. Aujourd'hui, là où je vois le fort potentiel, c'est effectivement sur tout le littoral algérien qui a un très fort potentiel. On peut parler de Blue Tech en général, toute la mobilité qui est basée sur la mobilité électrique, les batteries et autres. L'Algérie a un potentiel absolument gigantesque dans ce domaine. Au-delà d'un fort potentiel, l'Algérie peut se targuer d'une ressource précieuse, les Algériennes et les Algériens. Et au-delà des promesses, la mobilisation des communautés algériennes à l'étranger joue un rôle important. De plus en plus, il y a des gens, des Algériens et des Algériens qui reviennent au pays. Revenez faire un tour dans votre pays d'origine ou dans le pays de vos parents. Les choses évoluent extrêmement vite. Il y a une atmosphère, que ce soit dans le domaine des affaires, mais aussi économique, sociale et politique, extrêmement enthousiasmante. On a cet alignement des planètes entre la volonté politique, les compétences disponibles, les ressources, les finances, mais aussi cette volonté qu'on a au cœur en tant qu'Algérien, que ce soit de la population ou de la diaspora, de s'y impliquer. Si donc l'Algérie a tout pour se placer en tant que leader économique et technologique en Afrique, elle peut s'appuyer sur sa richesse humaine, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, notamment en lui offrant un climat propice à l'innovation via l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes. Après plusieurs années de retard, la ligne à grande vitesse reliant Oran à Tlemcen est sur le point d'être livrée. Cette double voie mixte de transport de marchandises et de voyageurs traverse 4 wilayas et permettra d'atteindre une vitesse de croisière de 220 km/h. Le point par Jamil Albid, Badia Amardi. Sur une distance de 132 km, le projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse et à double voie Oran-Tlemcen, passant par Mascara et Sidi Bel Abbès, fait partie de la grande ligne reliant l'extrême est à l'extrême ouest du pays. Elle sera la première du genre réalisée en Algérie. Ce projet a pour objectif de relier les périphéries des wilayas d'Oran, Mascara, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, afin de réduire la durée des voyages d'Oran vers Tlemcen. Cette ligne électrifiée mixte pour les trains de voyageurs et de marchandises qui pourront rouler à une vitesse de croisière de 220 km/h sera équipée en système de signalisation et de communication à la pointe de la technologie. Les travaux avancent à une cadence appréciable. Le projet pourra être réceptionné dans les délais contractuels.
La LGV Oran-Tlemcen compte l'un des plus grands viaducs d'Afrique avec une hauteur pouvant atteindre 130 mètres. Nous nous trouvons au point kilométrique 98 du projet, juste devant cet ouvrage d'art gigantesque. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 100%. Nous sommes en phase d'installation de la voie ferroviaire. Le taux d'avancement global des travaux a atteint 85%. Ce méga projet ferroviaire compte plus d'une centaine d'ouvrages d'art. Agriculture, dans un souci d'augmenter les capacités de stockage dans le pays, une stratégie a été mise en place visant à construire et fabriquer des centres régionaux, des silos pour céréales de grande capacité, plutôt à grande capacité, implantés notamment dans les communes qui enregistrent une importante production. Illustration à Guelma, la wilaya bénéficie de 9 nouvelles structures. Aïcha Boubriq et Yasmine Massaoudi. La wilaya de Guelma renforce ses capacités de stockage de grains grâce à la réalisation de plusieurs centres répartis à travers 9 communes pour faciliter la collecte et le gerbage des récoltes céréalières. 9 centres de proximité dédiés au stockage des céréales d'une capacité de 50 000 quintaux. Chacun sera implanté dans 9 communes pour un coût total de 2,3 milliards de dinars. Ces centres seront réceptionnés en janvier 2025. 3 équipes travaillent d'arrache-pied afin de pouvoir livrer le projet dans les délais impartis. Le projet avance à une cadence satisfaisante. Nous travaillons selon le système 3x8, parfois même les vendredis pour assurer la réalisation dans les temps. La commune de Belkhir a pu réceptionner son silo à grains métalliques dans le cadre de la stratégie nationale de renforcement de capacité de stockage des céréales. Nous avons lancé un programme de construction de 16 silos métalliques destinés au stockage des céréales, répartis à travers le territoire national. Ces silos, dans la capacité varie entre 10 000 et 20 000 tonnes chacun, offrent une capacité de stockage totale de 470 000 tonnes. La wilaya de Guelma a bénéficié d'un projet stratégique de construction d'un silo de proximité d'une capacité d'1 million de quintaux. Le site a été choisi à proximité du projet de la ligne ferroviaire reliant Boujgouf à Guelma. Par ailleurs, la réalisation de 2 centres de stockage de proximité d'une capacité totale estimée à 120 000 quintaux a été programmée. Avec la mise en service prochaine de ces projets, la wilaya de Guelma disposera d'une capacité de stockage largement suffisante, assurant une gestion optimale des récoltes et contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire locale et nationale. Journée internationale de lutte contre la corruption marquée en Algérie sous le thème « Renforcer la transparence de la vie publique et la bonne gouvernance, gage d'une intégrité future ». L'événement est organisé par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption sous le haut patronage du président de la République. Les travaux de cette journée d'information se sont tenus avec la participation de représentants d'instances gouvernementales, d'institutions et d'experts internationaux. Il a été question de débattre et d'établir les normes à adopter dans la lutte contre la corruption et pour plus de transparence, mettre en lumière également l'importance de la déclaration des biens, ensuite de l'adoption de la déclaration électronique en tant que mécanisme facilitant le traitement des données. Je vous invite à écouter Salima Mesrati, la présidente de la haute instance de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Cette journée d'information a pour objectif de rappeler l'engagement de l'Algérie qui compte parmi les premiers États signataires de la Convention internationale contre la corruption et pour réaffirmer sa détermination à poursuivre les efforts déployés pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Cette journée est aussi une occasion d'évaluer les efforts consentis jusque-là, partant de la volonté politique affichée par le président de la République qui accorde une grande importance à cette question. Et ouverture ce lundi du Forum international Cinéma et Mémoire, une fenêtre sur le passé, une vision pour l'avenir, un événement sous le haut patronage du président de la République et dans le cadre des festivités du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution. La cérémonie d'ouverture organisée par le Centre algérien de développement du cinéma sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts s'est tenue avec la participation de 16 pays. Étaient présents également le président de l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, des Moudjahidines,
d'origine, des cadres, des artistes et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Durant 3 jours, les participants traiteront de plusieurs problématiques dont le rôle du cinéma dans la sensibilisation et la conscientisation à l'émancipation, l'expérience du cinéma algérien pendant et après la Révolution et l'avenir du cinéma à la lumière des mutations actuelles. On écoute. Quand on parle de cinéma révolutionnaire, on parle des années 1950, 1960. Donc c'est une période où, évidemment, le phénomène historique plus important, c'est la décolonisation au niveau du monde. Mais à côté de cela, il y a des nouveaux supports, des nouvelles infrastructures culturelles, telles le cinéma, qui sont des moyens de communication inédits et fondamentaux dans la structuration d'une opinion publique qui soutient aussi, au-delà de l'Algérie, dans le monde entier, la lutte des Algériens. Nous célébrons le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale par le mouvement nationaliste. Cette manifestation culturelle est un hommage à tous les mouvements de lutte, pas uniquement la lutte armée, mais aussi la lutte culturelle et médiatique. Le cinéma a également joué un rôle prépondérant dans ce contexte, qu'il s'agisse de films cinématographiques ou encore de films documentaires engagés, constituant une référence pour les mouvements de libération durant cette période marquée dans les années 1950 et 1960 par les luttes et la libération de plusieurs pays à travers le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un exposé sur la cinéaste française Sarah Maldoror, qui a vécu à Alger dans les années 60. Je me concentre sur son premier film qu'elle a réalisé en solidarité avec les mouvements anticoloniaux en Angola. Ce film, tourné à Alger en 1968, a été financé par le FLN et constitue un exemple marquant des expériences acquises par les cinéastes algériens pendant la guerre d'indépendance et qui ont été d'une grande valeur pour d'autres mouvements anticoloniaux. L'Algérie est non seulement une source d'inspiration pour les militants d'autres pays, mais aussi un soutien concret de la part de l'Algérie. Sous la direction du FLN, l'État algérien a offert des infrastructures et des financements pour soutenir ces projets créatifs révolutionnaires. Ce film est le témoignage de la solidarité algérienne visant à encourager la collaboration anticoloniale à l'échelle internationale. Les députés représentant la communauté nationale à l'étranger se sont réunis avec Sofiane Chaïb, le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. Il s'agit d'un premier échange s'inscrivant dans une démarche de dialogue et de coordination continue. La rencontre vise à examiner leurs conditions de vie, plutôt la condition de vie des Algériens établis à l'étranger et proposer des solutions à leurs préoccupations. Elle s'inscrit également dans le cadre des engagements du chef de l'État. Et ouverture au Parlement européen d'un colloque international sur la question sahraoui intitulé « Symposium des injustices pour le Sahara occidental ». Il abordera plusieurs questions, notamment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, la réalité des droits de l'homme dans les territoires occupés et la lutte des femmes sahraouis sous l'oppression marocaine. Le symposium se penche également sur les moyens de mettre en œuvre le droit international au Sahara occidental. Les richesses du pays sous occupation sont régulièrement pillées par le Maroc avec la connivence de certains pays européens. Pourtant, la Cour européenne de justice a statué sur la question en faveur de la race. Rina Lerari. Le Maroc intensifie le pillage des ressources sahraouis en violation flagrante des lois internationales. À la mine de Boukra, près de l'Ayoun occupé, de nouvelles opérations de vol de phosphate sahraoui ont été signalées. Selon l'Association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement, des navires ont récemment été repérés en cours de chargement, destinés à exporter cette matière vers des pays complices de cette spoliation. Cette semaine, 4 navires ont été repérés, dont 2 stationnés au port de l'Ayoun occupé, où ils sont en cours de chargement de phosphate sahraoui. Les 2 autres navires battent actuellement pavillon des îles Marshall. Ce port, qui est au cœur du pillage des ressources sahraouis, n'est qu'un maillon de la longue chaîne de violations subies par le peuple sahraoui depuis plus de 50 ans. Les ressources naturelles dont jouit le Sahara occidental sont la principale cause de l'occupation et l'objectif ultime du colon marocain qui cherche à les piller.
Alors que le peuple sahraoui continue de lutter et de mobiliser ses efforts sur tous les fronts pour obtenir un soutien international afin de dénoncer les pratiques de spoliation de l'occupant marocain, Bruxelles et Genève accueillent une conférence internationale consacrée au pillage des richesses sahraouies. Un événement organisé par des défenseurs des droits humains visant à promouvoir le droit à l'autodétermination de ce peuple opprimé depuis des années et à son indépendance. Et au Maroc, la répression atteint des niveaux alarmants. Des témoignages accablants font état de pratiques, ou plutôt des pratiques du Marzen, tentant de faire taire toute opposition, toute voix exprimant une opposition au régime, dénoncer ces dérives. Parmi ces témoignages, celui de Mohamed Hajib, ancien détenu politique, qui a passé cette année dans les sombres geôles marocaines. Yasmine Massoudi. Toute voix dissidente s'opposant aux politiques du régime du Marzen, qu'il s'agisse de sportifs, de journalistes ou d'écrivains. Disparitions forcées, arrestations arbitraires, répression de la liberté d'expression, les appareils répressifs du régime étouffent toute contestation politique. Parmi les témoignages les plus marquants, celui de Mohamed Hajib, ancien détenu politique marocain. Arrêté arbitrairement, soumis à des actes de surveillance intrusive et à des traitements dégradants, il a passé cette année dans les sombres geôles marocaines. Son récit a révélé l'ampleur des violations systématiques des droits humains dans le pays, où toute contestation semble écrasée sous le poids d'un appareil répressif implacable. ونثق في الرباعة ديال المجرمين ولكن بينتو بكل صراحة بينتو على الجبن ديالكم. La liberté d'expression est étouffée par une oppression systématique qui cible les journalistes et toute voix dénonçant la corruption. La loi sur la presse interdit de poursuivre un journaliste. Cependant, cet exemple montre une tentative de contourner cette loi, ce qui constitue une violation flagrante de la liberté de la presse. Le parquet a tenté d'atténuer cette grave atteinte en cherchant à minimiser cette violation des droits des journalistes. Le peuple marocain est manipulé selon les intérêts des alliés du régime. Dans un pays où les droits sont constamment arrachés aux citoyens, la situation devient de plus en plus difficile pour ceux qui luttent pour leur liberté et leurs droits fondamentaux. Direction la Chine pour terminer, la cité interdite précisément qui a ouvert ses portes aux étudiants algériens du programme Seeds for the Future de Huawei en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Le lieu hautement symbolique reflète la grandeur du peuple chinois, nous dit Seham Moussa Erzouk, commentaire d'Orina Lorari. Considérée comme un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans l'histoire de la Chine impériale, la cité interdite a accueilli parmi son large public les étudiants algériens issus du programme Huawei Algérie. Une visite qui leur offre une immersion dans le passé glorieux des dynasties Ming et Qing. La construction de ce palais a débuté en 1406 et s'est achevée en 1420. Chaque pièce des palais impériaux est un témoignage vivant du mode de vie des gouvernants qui y ont résidé. Après une immersion technologique approfondie dans la ville de Shenzhen, les étudiants ont pu clôturer leur séjour enrichissant en Chine à travers la visite de Pékin, ses monuments et sa culture. Nous avons accompagné les étudiants à la cité interdite afin de leur faire découvrir la richesse de la culture chinoise. Ce monument emblématique et très fréquenté revêt une grande importance chez le peuple chinois. Ce programme est très enrichissant et offre une multitude d'opportunités d'apprentissage et de découverte. Nous avons eu l'occasion de découvrir la culture asiatique. C'est un endroit magnifique et riche en traditions, avec de nombreuses choses à explorer. Les 20 étudiants algériens sélectionnés dans le cadre du programme mondial Seeds for the Future ont eu l'immense privilège de découvrir la richesse de la culture chinoise dans toutes ses dimensions. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal.